Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, bonjour. Bonjour et bonne année d'ailleurs, parce que c'est la première émission de l'année. Donc nous vous souhaitons, toute l'équipe de l'émission Synthèse se joint à moi pour vous souhaiter à tous une bonne année qui, espérons-le, verra beaucoup de choses changer. Voilà. Alors, c'est une émission, non seulement c'est la première de l'année, ce qui a une importance, mais c'est une émission qui a une deuxième importance, c'est que je suis là. Le retour du professeur, du premier. Voilà. Bonsoir, bonjour monsieur le professeur. Bonjour Roland. Pierre Delaubier est de retour parmi nous, puisque l'école s'est arrêtée, et donc il savait pas quoi faire, donc il est revenu faire son émission. Voilà. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça prouve que j'ai rien de mieux à faire à la place. C'est très intéressant de faire une émission à TV Liberté. Je suis ravi d'être là. Philippe Randa. Bonjour Roland. Vous n'êtes pas parti, il y a longtemps que vous n'avez plus à l'école, vous. Oh là là, pour ce que j'y faisais à l'époque d'ailleurs, c'est pas... Bon, non, je suis très content du retour du professeur et de l'arrivée d'un quatrième micro, ce qui fait que je n'aurais pas à lui céder ma place comme l'année dernière. Voilà. Mais c'était avec plaisir. Oui. Voilà. Les choses se sont libéralisées. Son micro. Et puis notre invité du jour... Oh, vous le connaissez pour la plupart, c'est quelqu'un qui est déjà venu à cette émission dans le passé, parce qu'il a déjà sorti un certain nombre de livres, et à chaque fois qu'un de ces livres sort, on a toujours le plaisir de le recevoir. Il s'agit évidemment de Charles-Henri Deslois, qui vient de sortir Le procès de Jupiter. Le procès de Jupiter, c'est un pamphlet, un essai. C'est à la fois un pamphlet... Un réquisitoire. C'est un réquisitoire. Un réquisitoire contre celui que l'on appelle Jupiter, et vous savez de qui il s'agit. Il s'agit évidemment de celui qui est encore président de la République française. À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle. Hélas. Ça ira bien si. Voilà. Donc, mon cher Charles-Henri, vous venez de sortir ce livre. Alors, c'est un livre, je précise, édité à Synthèse Nationale, que l'on peut se procurer dans les bonnes librairies. Bonjour, monsieur Elie. Et bonne année. Voilà, bonne année. Achetez le livre. Bonne année à tous les alors, téléspectateurs. vous venez de... Donc, pourquoi avez-vous... Quelle idée de publier ce livre sur Jupiter? Est-ce qu'il y a besoin de l'accabler, ce pauvre homme? Le professeur se chargera peut-être de le défendre, oui. Puisque chacun sait que c'est un éminent militant de la République En Marche. Oui. Ni de la République, ni de la Marche. Oui. J'ai beaucoup changé que la dernière fois. Allez-y. Oui, c'est utile de l'accabler. Oui, expliquez-nous. Parce que quand j'ai commencé ce livre fin 2019... Oui, j'avais beaucoup de comptes à rendre à Emmanuel Macron. Je me disais... Mais ce monsieur qui fait tant de mal à la France, il faudra quand même que les gens s'en souviennent. Et moi, le premier, parce que ma mémoire me fait souvent défaut. Donc j'ai couché sur le papier tous les griefs que je pouvais lui reprocher. Et puis je me suis dit, tiens, c'est un peu réquisitoire. J'ai l'impression de faire son procès. Donc je m'y suis mis sérieusement. Et puis, l'idée, vous n'étiez pas venu avec les précédents présidents? Oh, si, mais je n'éprouvais pas le besoin de l'écrire. Là, c'est lui, en fait, qui m'a tendu la perche, parce qu'il a déclaré, il y a à peu près un an, c'était, je crois, en janvier 2021, qu'il voyait en chaque Français un procureur. Il a dit lui-même, il y a 66 millions de procureurs. Entre-temps, on est 67 millions, on est entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi il aime tant les 6, comme ça, c'est bizarre. Et... sachant que, fort de sa déclaration, je me suis dit, chiche, puisque il traite les Français de procureurs, et ma foi, allons-y, franchement. Donc, le procureur en chef. Voilà. D'habitude, j'ai plutôt l'âme d'un avocat, surtout des causes perdues. On m'a assez reproché de défendre Strauss-Kahn, mais Cahuzac, Gabriel Matzneff, enfin tous les indéfendables que j'ai cœur à défendre. Et là, je me suis dit non, là c'est trop. Emmanuel Macron, il mérite vraiment un procès. Et ça, c'était encore, si j'ai bien compris, ça a commencé en 2019, fin 2019, avant l'apparition de la grande dinguerie et de la gestion macronienne de la crise. Voilà, exactement. Qui ne lui est pas propre d'ailleurs, c'est une gestion mondiale de cette crise. Oui, je vois que vous commencez déjà à atténuer les accusations. Parce qu'effectivement... À la défense, Philippe Randa. Effectivement, alors pour prendre le livre, il y a tout un chapitre, parce qu'évidemment le livre comporte une quinzaine de chapitres. La pandémie
n'occupe qu'un seul chapitre. J'ai appelé ce chapitre le grand désastre. Et quand les premiers lecteurs l'ont lu, ils m'ont dit « mais tu es très dur parce que c'est une pandémie mondiale, donc tous les gouvernements ont dû prendre des mesures, etc. etc. » Bon, certes, la définition d'une pandémie, c'est que c'est mondial. Bon, alors après, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne juge pas de la pertinence, comment dirais-je, des mesures sanitaires en tant que telles. Mais ce que je reproche à Macron, c'est d'avoir instillé la peur, pour ne pas dire la panique, chez tous les Français. Il a dit d'ailleurs au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, que nous étions en guerre. Qu'il l'ait fait incontestablement, mais les autres aussi ont fait ça. Non, tous les gouvernements du monde. La plupart, c'est... à part quelques pays, la Suède notamment ne l'a pas fait. Mais pas il y a des pays, le Japon ne l'a pas fait. Eh bien, si vous vous renseignez bien, tout le monde n'a pas eu ce ton aussi dur sur cette crise et pendant cette pandémie. Non, la France est vraiment le pays... Vous parlez du ton ou des mesures ? Alors, c'est deux choses différentes. On est bien d'accord. Mais enfin, on peut passer du temps là-dessus. Mais moi, si vous voulez... alors, parlons des mesures. Quand, par exemple... je dirais pas que c'est lui en personne, mais il a encouragé des mesures telles que l'isolement des personnes âgées dans les EHPAD, des personnes de 90 ans, donc qui n'avaient a priori pas beaucoup de printemps à passer encore sur cette terre, et qui se sont vus isolés avec l'interdiction de voir leurs enfants, petits-enfants, et d'être toute la journée dans une chambre, autant dire une cellule, avec des plateaux passés par des aides de vie dans un scaphandre, comme si tout le monde avait la peste bubonique. Vous imaginez le calvaire que ça a dû être pour les derniers jours passés dans d'autres pays, il n'y a pas eu ça, de telles mesures. Je ne sais pas, là, la question est sans sous-entendu. C'était variable. Voilà, mais de toute façon, quand bien même les autres pays, c'est ce que j'ai toujours, les autres pays peuvent faire des erreurs, ce n'est pas une raison pour les imiter. Vous n'êtes pas sans savoir que l'OMS est par définition une organisation mondiale de la santé, donc c'est un très petit nombre de gens qui ont décidé ces mesures, en fait, qui ont été appliquées dans le monde entier avec plus ou moins de sévérité. Oui, autant que leurs déclarations variaient d'un mois à l'autre assez souvent. En plus. Et puis, je trouve qu'on ne gouverne pas par la peur. Bon, moi, en plus, ce qui est amusant, c'est que je suis plutôt du style hypocondriaque. Bon, d'emblée, je ne sais pas pourquoi, il y a une voix intérieure qui m'a dit « mais ne te fais pas trop de soucis, ça doit être un virus comme il y en a tous les hivers, peut-être un peu plus méchant. Bon, a priori, je touche du bois, je ne suis pas pulmonaire, diabétique ou que sais-je, ni obèse. Donc, voilà, je n'ai pas plus de risques que tous les ans. Et encore jeune. Merci, tout est relatif. Mais je n'ai pas paniqué en me disant, ça y est, je ne sors plus de chez moi. Bon. Alors, les premières semaines, le confinement... déjà, je trouve que c'était vraiment hallucinant du jour au lendemain. Il faut se remettre dans le contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il a annoncé le confinement au mois de mars, fin mars. Oui, mais je cherchais le jour. C'était juste avant le deuxième tour des élections municipales. Le mardi d'après, donc c'était un dimanche, le mardi d'après, tout le monde devait rester chez soi, assigné à résidence. Vous me donnez le sale rôle d'avocat d'Emmanuel Macron. C'est vous qui je vais assumer. Oui. Sale rôle. Je vais assumer le confinement. Il y a eu pratiquement tous les pays d'Europe qui l'ont fait. Tous les pays d'Occident l'ont fait. Et je ne parle pas de l'Asie ça a été plus qu'un confinement. Voilà. Après, ça a duré plus ou moins dans le temps suivant les pays. Tout le monde a adapté ça à la sauce. Mais tout ça, ce ne sont pas des mesures qui sont propres à Emmanuel Macron.
Non, c'est vrai. Non, mais il y a quand c'est même, pas- moi, ce que je trouve tout à fait frappant, c'est que ces mesures qui ont été prises partout, dans cette épidémie qui est statistiquement quasi invisible, on n'a tenu aucun compte de leurs résultats. C'est-à-dire que vous avez des pays qui n'ont pas confiné du tout, qui n'ont pas eu de malades, des pays qui ont beaucoup confiné, qui ont eu plein de malades. En fait, si vous voulez, on pourrait se dire la médecine, ça a des résultats tangibles. C'est-à-dire que vous êtes plus ou moins malade. Non. Le résultat pas du tout est le même partout. Vous êtes plus ou moins malade, etc. C'est clair. Or, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. On est exactement dans la même dichotomie qu'au moment où existait l'Union soviétique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui voyageaient qui regardaient l'Union soviétique et qui se disaient ce pays est un pays où tout va bien. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la position de Herriot en Union soviétique en 1924 ou 21, je ne sais plus, et qui revient en disant quand on me parle d'une famine en Ukraine, je hausse les épaules. Il ne l'a pas vu. On ne lui a pas montré. On lui a montré des fausses choses, des faux chiffres, et il ne l'a pas vu. Ce type était un ancien de l'école normale supérieure, etc. Ça n'était pas un communiste. Mais, si vous voulez, c'est quelque chose qui dépasse complètement le sujet médical. Je veux dire, il y a un moment où il y a des sujets où vous dites, tiens, on va rouler à gauche ou on va rouler à droite, ça marche plus ou moins bien. Voilà. Là, la persistance des mesures, et c'est dans les États fédéraux, c'est extrêmement frappant, comme aux États-Unis, où c'est l'hécatombe à New York et où il ne se passe rien au Texas. Eh bien, ceux qui ont décidé d'imposer des mesures contraignantes les renforcent, et ceux qui ont décidé de libérer, libèrent. C'est-à-dire que c'est une sorte de capitalisme ou de communisme médical. D'un autre côté... Qui ne repose pas sur des faits épidémiologiques, parce qu'en réalité, cette pandémie n'a jamais répondu véritablement aux critères de la pandémie définis par l'OMS elle-même. Et d'un autre côté, tout cela a permis aussi de vérifier le degré de soumission, quelque part, de la masse oui. à des décisions qui peuvent sembler... De soumission ou d'adaptation. Ou d'adaptation qui peuvent sembler assez, parfois assez draconiennes et assez... est-ce qu'elles étaient véritablement utiles? Bon, voilà, c'est la question que beaucoup de gens peuvent se poser aussi. Est-ce qu'elles étaient utiles? Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a certaines qui peut-être étaient utiles, mais n'étaient pas permises. Alors on dit, bah oui, mais puisqu'elles étaient utiles, on s'est assis sur le droit. Alors il n'y a pas de droit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de droit. Le droit doit primer tout, sinon ça n'est pas le droit. Il faut dire une chose aussi, c'est que en fait, on a géré le manque de moyens. C'est-à-dire que, alors là, effectivement, c'est pas imputable qu'à M. Macron, encore que, ils n'ont pas arrêté de supprimer des lits. Depuis le début de la pandémie. Oui, on avait annoncé qu'ils en créeraient 5000. Et puis, Or, effectivement, la population française vieillit, grandit et vieillit, et il y a de moins en moins de moyens. Tous les hivers, les hôpitaux sont débordés. Tous les hivers sont débordés. Là, le problème, c'est qu'on est parti sur la pandémie, finalement, qui nous obsède tous depuis 2 ans. Donc c'est un peu on parle peu de ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez votre hostilité à Emmanuel Macron date d'avant la pandémie. Oui, bien avant. Oui, non, mais là... Et en fait, il n'avait pas fait énormément de choses avant. C'est depuis parce qu'en fait il y avait la réforme des retraites qui était clivante. Il ne l'a pas fait, il n'a pas pu la faire. Il a quand même aussi poussé une grande partie de la population derrière les gilets jaunes dans les rues pendant presque un an aussi. C'est-à-dire plus que ce qu'il a fait matériellement, c'est aussi la façon dont il a appréhendé ça. Mais exactement. Après, tout est dans le style. Hein. C'est comme les écrivains, le style fait l'homme. Monsieur Macron n'aime pas la France et n'aime pas les Français. Et dès le départ, il l'a dit, déjà, quand vous avez un candidat qui dit « il n'y a pas de culture française », je veux dire, mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. À l'époque, il y a eu quelques petits soubresauts dans les médias, mais comme tous les médias ont l'air de l'adorer et de pas vraiment le contredire, c'est passé, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, il a un petit peu rétropédalé, mais c'était pire en disant il y a des cultures en France. Il n'y a pas de culture française, mais il y a des cultures en France. C'est un double clin d'œil à son électorat de Français immigrés, c'est-à-dire des immigrés naturalisés, et à ses mécènes globalistes, mondialistes. Et puis ça plaît aussi aux bobos.
Ça plaît aux bobos, bien sûr. Je mets ça dans l'électorat. En fait, quand il parle qu'il n'y a pas de culture française, il y a surtout que lui, c'est un homme qui se verrait bien ou qu'on verrait bien à la tête de n'importe quel pays du monde. Ça, Pour lui, c'est interchangeable. Qu'il soit président de la France, de l'Uruguay, de la Russie ou gouverneur du d'une banque Bas-Katanga, c'est pareil. américaine. De toute façon, il faut bien comprendre. Pardonnez-moi, il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, le président de la République française, comme l'Assemblée nationale, comme le gouvernement de la République française, ont beaucoup moins de pouvoir sur notre avenir, sur notre sort à tous, que peuvent en avoir le conseil d'administration de la Goldman Sachs ou d'un certain nombre d'autres organismes, ou que l'Europe de Bruxelles, ou qu'un certain nombre de choses. On a perdu petit à petit toute notre indépendance et toute notre souveraineté, et aujourd'hui, un Macron, c'est le gestionnaire, le petit gestionnaire local de l'entreprise mondiale, voilà, de la gouvernance mondiale. C'est tout. Alors, Macron aurait très bien pu se retrouver en Belgique s'il y a eu besoin de quelqu'un. Mais voilà, d'ailleurs, s'il se retrouvait là, il faut quand même rappeler comment il s'est retrouvé là. En 2017, au moment de l'élection, le chouchou des mondialistes, c'était Alain Juppé. Mais comme le parti d'Alain Juppé, c'est des gens qui n'ont qu'une seule idée, c'est de ressembler aux Américains, ils sont crus intelligents d'organiser des primaires au sein de leur parti. Manque de peau, c'est pas Alain Juppé qui a été choisi par les militants de ce parti. C'était en l'occurrence François Fillon. François Fillon ne plaisait pas tout à fait, ne remplissait pas tous les critères du candidat idéal des mondialistes. Pour les mondialistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait en trouver un autre. Il y aurait pu y avoir le précédent président, Hollande. Mais Hollande, qui a eu un éclair de lucidité une fois dans sa vie, c'est le jour où il s'est rendu compte qu'il avait fait des conneries, ça servait à rien qu'il se représente. Donc, il ne s'est pas représenté. Donc, il a fallu... Strauss-Kahn était ailleurs. Voilà. Donc, il a fallu trouver quelqu'un. Et là, a surgi de nulle part le dénommé Macron, alias Jupiter, parrainé par M. Attali, surgi de nulle part. Et en quelques mois, il devient président de la République. En avril 2016, il était ministre des Finances, personne ne connaissait. Avec la couverture de tous les en fait, en basant grands magazines. On ne s'en rappelle plus tellement maintenant, mais c'est le grand aspect, le fil rouge de sa campagne, ça a été de dire que c'était un président qui voulait en finir avec l'ancien monde du Parti Socialiste, de l'UMP, alors que lui-même, c'est pas qu'il a supprimé ce monde, c'est qu'il était l'UMPS. C'est-à-dire ça a été en fait, c'est l'enfant naturel de la cohabitation qu'on connaissait en France depuis 20 ans. Exactement. C'est un produit des libertaires et du MEDEF. Vous voyez, c'est Cohn-Bendit avec le patron des patrons. Là. Avant, il s'appelait comment Denis Kessler. Non, même autrefois, avant. Ah oui, madame Yves Gattaz. Non, bien après. La patronne qui se revendiquait. En fait, il n'y aurait pas eu la crise, la dinguerie du Covid. Comment auriez-vous vu, on va faire un peu d'Uchronie, puisque c'est en 2019, donc après 2 ans de pouvoir macronien, comment ça aurait pu évoluer? Il y a eu la crise des Gilets jaunes, mais qui a fini un peu en impasse. On était en pleine grève pour la réforme des retraites. On oublie ça, mais en janvier-février, on ne pouvait plus quasiment bouger en France à cause des grèves. Qu'est-ce que ça aurait pu donner? Écoutez, alors déjà... Il a quand même commis pour moi un crime de haute trahison en reprochant à la France et donc aux Français, et en plus le faisant à l'étranger, d'avoir colonisé. Bon. Si on réfléchit quand même 2 minutes, mais posément, en dehors de toute polémique ou de parti pris, c'est stupide de reprocher la colonisation. La colonisation, c'est un phénomène naturel. Parce que, évidemment, dans nos têtes, où la propagande finit par imprimer, on voit colonisation, une espèce de type à la Rambo qui vient brûler des maisons d'indigènes et puis s'installer avec force. C'est pas ça la colonisation.
C'est pas ça. La colonisation se fait naturellement parce qu'il y a des peuples qui grandissent, qui s'étalent, qui ont de plus en plus d'enfants, qui cultivent des terres. Au fur et à mesure que ces terres sont cultivées et viennent s'y habiter, ça prend du territoire. Vous savez, l'invention de la frontière, elle a commencé au début 19e. Avant, les peuples n'avaient pas vraiment de frontières. On savait naturellement en France, qu'après les Pyrénées, il y avait le peuple espagnol ou catalan, que sais-je, mais je veux dire, les frontières administratives, ça n'a toujours été que des guerres de conquête d'un côté. C'est ça, depuis toujours. Les Catalans n'ont pas de content parce qu'ils sont des deux côtés des Pyrénées. Les Ibères, on va dire. Voilà, les Ibères. Ça conforte ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les frontières étaient plus ou moins fluctuantes. Et on en sait quelque chose, parce qu'en Afrique, c'est toujours pareil. Voir M. Bernard Lugan le dira beaucoup mieux que moi. Donc la frontière est une invention purement occidentale et administrative. On a vu de Pataquès ce que ça fait avec la Crimée. Voilà. Mais tout ça pour dire que le phénomène de colonisation n'est pas à blâmer. Si nous n'avions pas été colonisés par les Romains, on n'en serait peut-être pas avec autant de développement à tout point de vue. C'est assez formidable quand on voit les aqueducs, les canaux, tout ce qu'ils ont apporté. Ma foi, moi, je ne condamne pas la colonisation romaine. Après tout, même si j'ai beaucoup de fierté d'être d'origine celte, je pense qu'elle nous a apporté quand même beaucoup de choses, pas que du mauvais, pour prendre un euphémisme. Bon, donc déjà, sur le plan philosophique, la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité, c'est au contraire l'humanité. Ça ne peut pas être un crime quand c'est une chose naturelle et qui revient sans cesse, sans arrêt, sous différents aspects. Les colonisateurs, la nouvelle colonisation, sont les Américains et les Chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils nous colonisent technologiquement. Nous sommes et culturellement, hélas, par les Américains. Quand on voit que toutes les grandes entreprises numériques, les fameux GAFA, sont américaines. Bon, c'est de la colonisation, et là, pour le coup... Oui, mais alors, est-ce que quelque part, Emmanuel Macron, justement, on dit souvent, c'est un enfant de sa de son époque, et aujourd'hui, croit-il, l'époque veut que l'on soit dans toutes ces balivernes de bobos, dans toutes ces la colonisation est un crime contre l'humanité, le réchauffement climatique, tout ça avec les valeurs de la République pour couronner le tout, et c'est le langage qu'il tient parce que c'est le langage qu'on leur a appris à cette école. Ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui il y a près de 40% de gens qui le refusent et qui sont prêts à voter pour des candidats on va dire de droite nationale, pour faire simple. Et lui croit encore. Alors c'est aussi le public qu'il veut garder. Le pire, c'est qu'il est de bonne foi. Il est de bonne foi. Il est dans sa logique. Il y a beaucoup d'ignorance, comme vous dites, parce que je pense qu'il a intégré, c'est-à-dire que c'est quand même un enfant qui est né. Enfin, un enfant, c'est plus un enfant, mais c'est un homme qui est né en 1976. Donc, il a subi toute la propagande des années 80-90. Toute l'époque Mitterrand. Voilà, où effectivement, la France était déjà un pays rance de vieux comtes blancs. Qui plus est, ancien colonisateur, voilà. Vichiste, et j'en passe. Il a subi dans son ADN ce genre d'ineptie, donc il le pense, il est sincère. C'est la différence d'ailleurs, parce qu'on me dit pourquoi tu es plus sévère avec lui qu'avec un Chirac, qui a fait beaucoup de mal, Chirac. Mais Chirac, il le faisait par opportunisme, par tactique. Et puis, je ne sais même pas s'il avait une conviction, Chirac. Chirac, tout ce qu'il voulait, c'est être au pouvoir. Oui, parce qu'on pense quand même Emmanuel Macron donne davantage l'impression d'avoir des convictions qu'un Chirac. Oui, il en a, mais des convictions de mondialiste. Oui, ce sont des élections spéciales. Comment expliquez-vous qu'il ait été élu en mai 2017 ? Souvenez-vous des circonstances. Marine Le Pen arrive au deuxième tour. L'UMP et le Parti socialiste étaient totalement déconsidérés. Au premier tour, pourquoi ? Ce que vous décrivez, c'est qu'un Français sur 4, au premier tour, a voté pour un inconnu dont les meetings étaient vides, qui n'avait pas de programme, qui venait d'un gouvernement ONI.
mais qui était inconnu. Parce que vous dites que Presque, la une ouais, du point, mais le point. Oui, a sauf qu'il a été n'a pas de crédibilisé. lecteur, je veux dire, Celui qui a fait élire tous ces journaux sont Emmanuel lus Macron, tous c'est ensemble François par Bayrou. toujours, tous On les connaissait mêmes. François Bayrou. Le Drian, le ministre qui est toujours Oublié, ministre Ouais. des Moi, j'ai du Affaires mal étrangères. à comprendre. Ben, ils l'ont pourquoi. crédibilisé. Et puis, le discours de dire il est jeune et il va en finir avec le vieux monde Le monde usé d'avant. du Parti Socialiste et de l'UMP. Et les gens en avaient ras-le-bol du Parti Socialiste et de l'UMP. Ils n'avaient plus de chef, d'ailleurs, ni les uns ni les autres. Ben, Parce ils que avaient Fillon. mais Fillon a été décapité par la il campagne était contre lui. candidat. Mais oui, mais il était décapité. Enfin, Et il faut vous rappeler pensez- quand même que donc tout ça, vous c'est pensez- joué, vous tout pensez- ça, c'est joué à peu de Oui. voix. Vous pensez que des gens qui ont voté Chirac toute leur vie, sachant que c'était une fripouille de la plus grande catégorie. Non, la plupart de ses électeurs pensaient pas, Si, ne à la pensaient fin, pas tout qu'il le monde était- le savait. Bon. Et ils Tout ont le monde. refusé de voter Fillon parce qu'il avait volé un paquet de chemises. des Oui, costumes. mais ça marche. Ben, Ouais, moi, mais je trouve ça a ça été- n'a oui, jamais mais- marché. oui, Je veux mais dire, ça- Mitterrand, ça tous les fonctionne. socialistes, ils savaient très bien Mais toutes l'époque les a changé. fripouilleries Oui, l'époque qu'il a avait changé. fait. Oui. Et Non, les mais gens, vous attendez, pensez, attendez. Mais alors, sont plus cher professeur, moralement comment austères. expliquez-vous que Et Emmanuel pense- Macron ait été élu? Ah ben, je Pour ne sais quelle pas raison comment il était élu. Moi, je pense que dans une élection, c'est pas celui qui vote qui est important, c'est celui qui compte les bulletins. Oui, alors là, je crois qu'il y a même, là en l'occurrence, en ce qui concerne Macron, il n'y a même pas besoin de ça. Bon, il faut dire que face à lui, c'était pas non plus. On va rester gentil. Voilà. Enfin, c'était pas très Non, c'est performant. certain, hein, voilà. mais, Bon, rappelez-vous du fameux débat, rappelez-vous de tout ça. D'ailleurs, je pense, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais que la prochaine fois, ce sera peut-être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué. Voilà. Juste une chose pour dire à Pierre. Est-ce Pour que lui. vous vous souvenez du candidat du Parti Socialiste en 2017 Ah ben Benoît Hamon. c'était Bravo. Benoît Hamon. Bon, vous avez Pas vu... Léo Hamon, vous voyez j'ai ce qu'il bien est dit devenu Benoît. Plus personne Benoît. n'en parle. C'était Oui. l'écroulement des partis traditionnels. Mais ils ne se sont pas écroulés tant que ça, puisqu'au régional, ils ont retrouvé leur score. Ah oui, justement, parce que... Donc il y a un phénomène après- où tout le monde s'écroule en 2017, tout le monde retrouve son score juste après, qui m'étonne, moi. Non, Oui, parce que parce ça, que- c'était la prime au sortant, Voilà. dans un climat Différent, de Covid, où les gens n'ont pas été votés Ah, parce voilà. que Donc on les avait effectivement terrorisés. On Et revient donc, au Covid. Moi, je pense que c'est la question quand même essentielle. est-ce que le Covid a sauvé le quinquennat d'Emmanuel Macron? Ça, c'est une question. On va le voir dans 3 mois. Oui, ou est-ce que le quinquennat d'Emmanuel Macron était fait pour introduire le Covid? Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Mais ça me là, c'est paraît une théorie un être peu hasardeuse. Oui, Ouais. mais ça me paraît être quand même un élément essentiel parce que, effectivement, bon, il a mené une politique relativement libérale au début. Bon, il n'a pas réformé les retraites. Il n'a fait aucune réforme d'envergure. Ah, il n'a rien fait. Les seules réformes de d'envergure, son il a fort. géré à concerne son- l'euthanasie, la GPA, Oui. la PMA, qui n'ont pas été ralenties du tout Ah, par oui. l'épidémie. Il n'y a pas eu de moratoire en disant on va attendre de pouvoir débattre. Ça avance. Et ces choses-là, c'est quand même un rapport avec la médecine. Donc, si vous voulez, il y a quand même une conception du citoyen qui a été mise en œuvre par cette épidémie qui me paraît tout à fait importante. C'est-à-dire qu'on fait avaler des gens, à des gens un contrôle de la société et une prise de pouvoir sur eux, mais même sur leurs biens, sur leur faculté de se déplacer, etc. Absolument énorme. Voilà, Alors, est-ce qu'on en profite de l'occasion ou est-ce Oui. que c'était prévu de le faire? Charles-Henri Deslot. Moi, là, je rejoins Pierre, c'était une bonne question. Bon, j'irai pas jusqu'à dire c'est une invention. Non, pour moi, c'est simplement une occasion. Ça a été opportun pour un certain nombre de gens, effectivement, de se dire chouette, le Covid va nous permettre d'accentuer la numérisation, c'est-à-dire le flicage, et puis de donner à l'Europe la santé qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire la santé dans le sens, le domaine de la santé, pas, puisque Macron, souvenez-vous, qu'il insistait beaucoup pour que ce soit géré au plan européen. Et bon, bah, évidemment, c'est comme pourquoi on nous fait peur depuis déjà 20 ans sur le réchauffement climatique. Peu importe que ce soit vrai ou faux, c'est l'occasion. C'est l'occasion de nous dire, vous voyez, tout ça, ça peut se régler
qu'au niveau mondial, donc faisons un gouvernement mondial. Oui, parce que c'est pas tombe sous tellement le au niveau sens. même de l'Europe que ça se règle. Bah voilà. Les fameux masques Ouais. commandés par milliards, ça vient de Chine. En Et plus. Justement, une grande partie des vaccins sont faits aux États-Unis, où l'Europe, pour l'instant, est totalement. Ce qu'il ne hors de faut la- pas oublier, c'est de comment la tout ça est parti. Il faut quand même se remettre dans le contexte qui était celui de la fin de l'année 2019 et du début de l'année 2020. Philippe, vous parliez de la Chine. Qu'est-ce qui se passait en Chine à ce moment-là ? Il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement qui a commencé à se développer, d'abord à Hong Kong et ensuite ça fait tache d'huile dans un certain nombre de villes chinoises en faveur de la démocratie. Bon, évidemment, c'est à un cause gros de monde. l'ouverture et des touristes chinois qui se sont répandus en Occident et qui ont ramené. Donc jusqu'à présent, ce qu'ils y voyaient dans leur pays. jusqu'à présent, le Parti communiste chinois avait des moyens radicaux d'enrayer ce genre de mouvement. On liquidait quelques dizaines de milliers de personnes et l'affaire était réglée. Personne n'en parlait, tout le monde était content. Sauf que là, maintenant, avec le développement d'Internet, des téléphones qui prennent des photos et tout ça, c'était un petit peu plus délicat de faire comme ça. Je répète que la Chine, quel que soit le régime, que ce soit l'empereur, le Kuomintang ou le Parti communiste, ça a toujours été un pays totalitaire et ça ne peut marcher que comme ça. Là, alors je ne dis pas, qu'on a inventé, on a fait ce virus pour... Mais parfois, il y a des concours de circonstances qui tombent tout à fait à pic, et arrive cette histoire de l'opportunité de cette épidémie qui se développe en Chine et quand les gens ils sont confinés en Chine, ils vont plus manifester pour la démocratie. Et comme ça, on enraye le mouvement très fort de la part du gouvernement chinois. Le seul problème, c'est que la Chine, aujourd'hui, c'est la zone industrielle de la planète. Les mondialistes qui mènent la même politique, quel qu'ils soient, de droite, de gauche, tout ce que vous voulez, depuis des décennies, ont fait en sorte que la Chine, l'Asie soit la zone industrielle de la planète, que l'Amérique soit la place financière, que l'Europe soit la maison de retraite, et que l'Afrique et l'Amérique latine, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, ou l'Inde, on ne sait pas trop ce que c'est. On leur fourgue le matériel, voilà. Donc tout le monde est content dans cette affaire. Mais le problème, c'est que si la zone industrielle est fermée, ne marche plus, les entreprises sont fermées. 3 mois après, chez Decathlon à Lannion, chez Jiffy à Carpentras ou n'importe quel magasin des banlieues, dans les zones de banlieue, il n'y a plus rien dans les rayons. Alors on va se retrouver avec un monde complètement vide de produits puisque tout est fabriqué en Chine. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour les masques. Ça s'est passé avec les masques. Donc quelque part il y a une opportunité. Comme on n'a pas voulu non plus prendre des décisions qui s'imposaient, dans des cas comme ça, on ferme les frontières et puis l'affaire est réglée. Enfin l'affaire en tout cas est enrayée. Non, on l'a pas voulu parce que fermer les frontières, ça ne va pas. C'est un tabou politique pour ces gens-là, pour tous ces gens-là. La Chine a quand même fait. Alors attends, je finis juste. Tout ça. Il faut quand même le rappeler, avait été écrit avant, dans un livre d'un monsieur qui s'appelle Klaus Schwab, qui est le président du Forum mondial de Davos, c'est-à-dire un des organismes, tout à l'heure je parlais de la Goldman Sachs ou de l'Union européenne, mais il faut aussi parler du Forum mondial de Davos, une organisation qui a une importance phénoménale dans notre avenir à tous. Tant qu'on l'acceptera. Et voilà ce qui s'est passé. Et Macron n'a fait que le répercuteur local, l'exécuteur local des mesures qui ont été prises au niveau international, c'est tout. Et aux gens qui disent que nous sommes des complotistes en raisonnant comme ça, mais non, c'est pas un complot, c'est annoncé. Un complot, c'est quelque chose par définition de secret. Là, c'est pas secret du tout. Charles Henry, oui. Connaissez le bon mot du professeur. Nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des comploteurs. Mais la Chine, je pense, a joué un grand rôle dans l'histoire du XXe siècle. C'est qu'en 1979, elle a prouvé que ce qu'on apprenait généralement à l'époque de la confrontation entre l'Union soviétique et les États-Unis était faux. C'est-à-dire que si on voulait avoir la prospérité, il fallait avoir la liberté. Et la Chine a prouvé que non. Qu'on pouvait avoir pas de liberté, et une prospérité. Un pouvoir totalitaire et une grande prospérité. Pas de grève, sauf si on l'autorise, et puis pas de gens dans les rues, si on déclare qu'il y a une épidémie qui nécessite qu'on ne sorte plus, et ainsi de suite. Et je dois dire que pendant cette épidémie, l'admiration des journalistes, des gens, au moins en Chine,
Quand on confine, on tire à vue sur les gens dans la rue. Christophe Barbier. Tout ça après avoir prétendu... Christophe Barbier, Alors c'est lui, le type même, c'est le prophète de l'admirateur cela. la Chine. Le Il prophète. a dit pour Internet il a qu'il une fallait écharpe rouge, contrôler en oui. disant la Chine, elle y arrive bien. Voilà. Oui. Mais moi, ce qui me frappe depuis quand même des années, c'est que les gens qui vont être expatriés en Chine pour des entreprises ne voient absolument rien de répréhensible dans ce pays. Ils le trouvent parfait. C'est le village de Potemkin. Alors, généralement, Voilà. ils sont dans des villages Potemkin, mais... C'est quand Si vous même voulez en le fait, opposition. si vous voulez, il y a quand même des moments où vous êtes dans un pays, vous allez dans un pays libre et vous allez dans un pays totalitaire et vous goûtez la liberté. Eh bien là, aujourd'hui, les gens qui vont en Chine, ils disent, c'est vrai qu'en Chine, quand tu as besoin de construire une usine, si tu veux, les bulldozers sont là le lendemain parce que le parti l'a décidé. Il n'y a pas de confrontation, de il y a tribunaux, aussi, de référendum et tout ça. Les Je suis gars se assez disent, d'accord avec ce que c'est vous quand dites, même le et- rêve. et- C'est quand même et le la rêve. politique de Maître Macron Randa. et la politique de Macron là-dessus, parce que Mais Macron fait la même chose, lui, c'est-à-dire qu'il lui va étant supprimer- européen Non, mais- mondialiste, et là on assiste à une chose, c'est quand même à une fermeture des frontières, à un retour sur soi-même, Oui, mais les notamment de frontières, la ça n'est Chine. pas, pour mon avis, le point essentiel. Le point essentiel, c'est y a-t-il une borne à l'action de l'État et au pouvoir de l'État sur vous. Si, on le voit, c'est ça au Canada, vous n'êtes pas vacciné, on vous retire la garde de vos enfants. Pas d'enfants adoptifs, de vos enfants. Vous n'êtes pas vacciné, vous participez à une manifestation dans la rue contre le vaccin. Ça, c'est Australie. La police vient chez vous. Disons, nous vous avons vu sur les caméras de surveillance, vous avez fait une manifestation illégale. Nous venons vous arrêter. C'est ça. Personne ne proteste. Ouais. Personne ne on se bat un proteste. petit peu. Aujourd'hui, vous voulez introduire, si vous voulez que les frontières, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui vous garantit, vous, vos droits? Qu'est-ce qui vous garantit même le fait qu'on ne va pas pouvoir raser des monuments historiques pour mettre une usine? Autrefois, il y avait les monuments historiques. Toutes ces défenses-là, personne ne l'a vu, ont été toutes supprimées. Maintenant, la vie des monuments historiques, c'est consultatif. On vous dit, il y a une église du XVe siècle, je peux mettre une éolienne? Non. Merci, je vous ai consulté, je mets éolienne quand même. De toute façon, je paye le maire 800 € par mois pour avoir l'éolienne. Et ça marche comme ça. Il n'y a plus de frein. Tous les recours possibles des particuliers disparaissent. On ne le voit pas parce que les gens ne s'en aperçoivent pas. Et surtout quand on habite en ville. Mais par exemple, quand vous êtes à la campagne, si vous n'attaquez pas les permis de construire, vous ne vous rendez pas compte s'ils sont légaux ou pas. Pourquoi? Parce que l'État a renoncé à vérifier les permis de construire dans les préfectures. C'est-à-dire que le maire délivre des permis de construire qui sont des feuilles blanches. Il n'y a pas de plan masse, il n'y a pas de plan d'évacuation des eaux, il n'y a pas de plan d'accès. Il n'a plus l'argent pour... Et donc, du coup, les gens, ils se disent, ils construisent, ils doivent avoir le droit. Mais en fait, le droit n'est jamais respecté. Enfin, en Oui, principe, enfin, c'est quand même un peu plus... C'est un peu reste plus... Dans les grandes Parce que villes. dans les- Mais dans les même villages... même dans les voilà. villages. Moi, j'habite dans un village. Oui, mais autrefois, moi Quand il y j'ai a eu eu l'occasion un- de on le s'éloigne faire. un hein. Oui, peu tout le de monde est Macron. au courant. Oui, tout le monde est tout courant. Enfin, revenons à Macron. Revenons à Macron, si vous voulez bien, les amis. Parce que... Moi, quand un président parle, quel que soit, qu'on soit vacciné ou pas, mais quand il dit les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder. Oui, ça, c'est la c'est fonction une- présidentielle C'est qu'il une remet en honte jeu. parce que ça veut dire que s'il est capable de dire ça pour une catégorie de gens, il peut le dire pour une autre catégorie. Donc il a pas l'esprit d'un chef d'État qui doit apaiser, tant bien que mal, et rassembler. Or lui, il ne fait que accentuer. Mais ça, justement, est-ce que c'est pas la plus contre des gens qui- grande critique que l'on peut faire du règne de Macron, c'est-à-dire d'avoir fractionné Oui. la société française, C'est qui très l'était grave. déjà un peu, Qui est déjà, effectivement, le- qui était même beaucoup. Les gilets jaunes mais là, étaient un maintenant, ça symptôme, devient... qui d'ailleurs, Il les rajoute, gilets- il rajoute des fractions aux fractions déjà existantes. Voilà, parce que c'est toujours les mêmes. Bon, on appelle ça j'aime pas cette expression, là, les gens des territoires, ça veut rien dire. Les Français, voilà. Non, c'est des Français qui sont comme vous et moi, mais qui se sentent déclassés. Déclassés, pourquoi? Parce que soit, déjà, ils voient que leur niveau de vie baisse, mais ils voient surtout que leurs enfants vivront moins bien que eux, alors qu'ils ont été à l'école et qu'ils sont... voilà, c'est pas des gens... Mais je suis content que vous soyez sensible à ce mot de territoire, qui est d'ailleurs la carte et le territoire. C'est une Oui, expression de employée Houellebecq. par
Maurice G. Dantec. Houellebecq est un disciple de Maurice G. Dantec. C'est une ritournelle chez Maurice G. Dantec. Autrefois, on disait la province. Après, on a dit non, la province c'est méprisant. Donc, comme on les méprise, quand vous méprisez vraiment quelqu'un, vous n'osez pas employer un mot méprisant. Parce que c'est quelqu'un de province. Et alors, maintenant, après, on a dit en région. Ce qui était une faute de français et une absurdité. Et maintenant, ce qui est absolument pour moi capital, ce sont des territoires. C'est-à-dire que nous sommes des pont-rouges. C'est ce qu'on employait pour dire les réserves indiennes. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est dans le langage courant. Alors, dans les territoires, c'est-à-dire que ça n'est pas un terroir, ça n'est pas un village, ça n'est pas une communauté, une paroisse. C'est un terroir. On enlève les gens. C'est une découpe administrative. Voilà. Remarquez la subtilité. Terra C'est que incognita. si c'est des Français, ce sont les territoires. Si c'est des Français de fraîche date, ce sont les quartiers. Les quartiers. Ouais, C'est ouais. mieux. On parle des quartiers. D'ailleurs, vous remarquerez que les On parle pas quartiers, On parle des c'est quartiers, plus- les quartiers, partout, les quartiers, on habite tous un quartier. Mais il y a tout un langage, parce Il y a qu'un tout un langage quartier, codé. un quartier Attends, n'est-il pas un langage codé. En territoire fait, ça vient perdu des quartiers de haute sécurité, Voilà. quoi, ou de Bon, enfin, surveillance. mais si vous voulez, non, mais bon, Macron là-dedans, peu importe, on peut pas parler technique ou quoi. Non, c'est le comportement de Macron pendant cette pandémie qui, je vous signale, n'est pas terminé parce que il continue. Quand on voit un président de la République qui nous fait un discours de 3/4 d'heure pour nous dire en gros qu'il faut ouvrir ses fenêtres pendant 2 fois un quart d'heure tous les jours. C'est pas digne d'un président de la République, quoi. C'est vraiment, mais enfin, je veux dire, mais où est-ce qu'on est tombé? Tout qu'il oublie de dire qu'après il faut les refermer. Il n'a aucun sens. 6 mois après, le nous Premier explique qu'on est en ministre guerre, Castex nous dit finalement le max à l'extérieur ça sert pas à grand chose parce qu'on a constaté que le virus se propageait davantage à l'intérieur qu'à l'extérieur, souvenez-vous, mais c'était c'était les Shadocks. Le protocole qu'on a fait subir aux profs et aux élèves là récemment, mais même les Shadocks, c'était pas pas aussi Surtout drôle. que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Roland dit que nous sommes en guerre, c'est que le... Non, c'est Macron. Oui. On est en guerre aujourd'hui pour tout. Mais on est 2 fois en guerre, parce que je vous rappelle que les mesures Vigipirate anti-terroristes sont toujours là. Si vous passez devant les écoles, les affiches sont un peu défraîchies, parce qu'on a oublié qu'on allait être massacré à la Kalachnikov, puisqu'on va être de toute façon assassiné, peut-être à la Kalachnikov aussi, par des virus. Bon. Donc vous avez les vieilles affiches Vigipirate, complètement délavés, qui sont toujours là. Et donc, vous êtes toujours censé contrôler l'identité des gens, etc. Ce qui n'est pas facile à faire quand ils ont un masque. Donc, les mesures, en plus, sont contradictoires. Pour parler avec des grands mots, c'est anxiogène. Et donc, quand vous avez un double état d'urgence, que reste-t-il de la liberté ? Vous savez, pour ceux comme moi qui sont des vieux cons ayant encore fait leur service national, on nous apprenait dans l'armée pour commander des troupes, il fallait d'abord leur faire craindre un danger et montrer que vous le dominiez. Donc après, la troupe était comme, vous savez, des petits-enfants qui vont se réfugier dans les pantalons de papa ou dans les jupes de maman. C'est la même chose pour un peuple, hein, on l'a vu. Je veux dire, il y a des gens quand même qui ont la trouille, mais je ne vais pas les critiquer. Après tout, le gouvernement a tout fait pour foutre la trouille aux gens. On a vu quand même pendant plus de 3 mois des salles d'urgence dans les hôpitaux. Qui avait été filmé 5 ans avant, ou en Italie d'ailleurs. Les gens disent, mais t'as vu dans les urgences, mais il y en aura toujours dans les urgences, il y aura toujours des malades, et dans les cimetières, il y aura des morts, et on peut photographier les cimetières et regarder tous ces morts. Et ils y restent longtemps, parce qu'à l'hôpital, les gens entrent et sortent au cimetière. Et alors, je vais plus loin, moi j'étais sidéré de voir des gens dans la rue, seuls dans leur voiture, avec la muselière. Alors, moi j'appelle ça la muselière. Oui. Mais de quoi moi j'ai quand même aimé les j'ai connu des gens qui, lorsqu'ils sont chez eux, on rentre chez eux, retire le masque, j'appelle ça le torchon, enfin bref, chacun a son vocabulaire, le retire pour parler au fond des biens et tout ça, et dès qu'ils ressortent, tout de suite ils remettent. Et moi je me rappelle avoir fait remarquer en disant, mais c'est beaucoup plus dangereux éventuellement la contamination à l'intérieur, c'est ce qu'on nous explique en tout cas, moi j'en sais rien, qu'à l'extérieur. Non, mais et on prend la voiture. Alors en plus dans une voiture, mais c'est-à-dire que les gens n'ont plus aucun sens. On en rit un peu parce qu'on est entre adultes, mais vous imaginez des enfants de 6 ans
qui portent le masque. Mais on ne nous le ferait pas subir. Mais il y a des bébés qui, depuis leur naissance, qui ne voient depuis 2 ans que des gens masqués. Masqués. Exactement, mais c'est grave. Pensez à un truc aussi, pensez à un truc. Les années dont on se souvient le plus dans nos vies, c'est les années généralement entre 18 et 25 ans. Ces années où on rentre dans la vie active, qu'on forme sa vie privée. Bref, c'est 18-25 ans, généralement, c'est les années dont on se souvient le plus. Les années avant, on est à l'école, mais là, à 18, on commence à avoir une certaine liberté d'action et tout ça. Bref, c'est souvent les années dont on se souvient le plus. Vous pensez aux jeunes d'aujourd'hui. Et si ça continue, espérons que ça ne continuera pas éternellement, on a de bonnes raisons d'espérer. Mais quoi qu'il en soit, pensez aux jeunes d'aujourd'hui qui ont 18 ans aujourd'hui, ou 20 ans. Ils vont se souvenir qu'ils ont passé ces années dont on se souvient le plus avec un masque dans un monde de gens masqués. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est imposer ça à la jeunesse de France. Des gamins qui risquent rien en plus. Tout ça pour rien. Quand vous expliquez après que ça sert à rien. Et alors les pauvres, moi, je vois des petits jeunes très bien, très gentils, qui veulent faire bien les choses. Et quand je leur dis, mais vous savez, vous n'avez pas beaucoup de risques. Puis, oui, mais c'est pour nos parents. Ah, oui. On leur a mis dans la tête, c'est pour nos parents et grands-parents. C'est la première fois. Ils ne sont pas morts, les parents et les grands-parents. Moi, j'espérais faire des héritages, rien, nib. Que les parents font courir des risques aux enfants plutôt que eux prendre des risques pour protéger leurs enfants. C'est un retournement, c'est la première fois dans l'histoire. On n'a jamais vu des parents demander leurs enfants de prendre des risques. Les amis, l'heure avance et on pourrait parler... le procès de Jupiter, il n'y a pas que la pandémie. D'abord, il y a beaucoup d'autres sujets que vous abordez dans ce livre. Vous l'avez avec talent, parce qu'il faut dire une chose, c'est que Charles-Henri Deslois est un homme talentueux, qui écrit bien, c'est bien écrit. C'est vous qui le dites. Oui, je suis l'éditeur, donc je vais pas dire le contraire. Vous ne l'éditez pas n'importe qui. Non, je l'édite que les gens de qualité, monsieur. Donc, mes livres sentent bon. Il y a un aspect sur Macron dont on n'a pas parlé. Oui, dites-nous. À part Macron, je vais couper la parole juste pour revenir sur Macron, parce que je voudrais qu'on aborde le sujet. À côté de Macron, en fait, les Français ne connaissent personne. C'est-à-dire que les ministres, 8 ministres sur 10 sont totalement inconnus des Français. C'est vrai. Bon, Véran, oui, Olivier Véran, ministre de la Santé, on s'en rappelle. Les ministres n'ont plus de pouvoir. Castex, c'est le président n'a plus. Pour la pandémie, tout est pris dans des conseils de défense pour que ce soit au secret. La secte apocalyptique, comme dirait Yvan Rioufol. Sous la Ve République, déjà, le Parlement n'avait plus tellement de pouvoir. Depuis l'Europe, c'est encore moins. Le président de la République n'a plus de pouvoir. Qu'est-ce qui reste? Quelques conseillers influents. Mais le vrai pouvoir, vous savez comme moi, qui n'est pas là. Tous ces ministres, maintenant, ne servent strictement plus il est à à rien. Davos, il est à la Goldman Sachs, sauf il est que, moi, ce que je reproche à Macron, c'est que lui qui se faisait le chantre du monde d'après, on voit le résultat de ce que c'est que le monde d'après. Et en fait, c'est un ringard parce qu'il continue sur la pente descendante du déclin de la France depuis 50 ans. C'est-à-dire que, en fait, c'est le produit des 50 dernières années. C'est l'enfant naturel des 50 dernières années, de tous les présidents qui l'ont précédé. Donc c'est lui qui est ringard. Il est dans le système, il l'incarne. Voilà, on parlait. Alors bon, moi ça me touche beaucoup sur la défense de la langue française. Dès qu'il est à l'étranger, il parle en anglais. Vous imaginez le chef d'État de la France qui parle en anglais alors qu'il y a des communautés francophones dans ces pays qui ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup il se met à parler anglais. Voilà, la langue des marchands, la langue mondialiste. Alors, le pire, c'est qu'il fait, il a des intentions qui peuvent paraître louables, mais il fait exactement le contraire. Quand il est arrivé au pouvoir, moi, je n'ai pas voulu lui faire un procès d'intention, et d'ailleurs, je parle sous l'œil de mon éditeur, quand j'ai écrit les Enfants de Maastricht, à la fin, c'était l'élection de Macron. Oui. Et je faisais un portrait plutôt indulgent en disant on verra ce que ça va donner. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il avait dit des choses qui me plaisaient. Il avait dit oui, je vais faire la promotion de la langue française, peut-être sous la bonne influence de Madame Macron, comme on sait, qui était prof de théâtre et de français. Mais sauf qu'il fait exactement le contraire. Il a fermé en 2020 l'Institut français de Norvège, alors qu'il était bénéficiaire, comme ça, sans raison, je veux dire, impérative. C'est-à-dire que le français n'est plus promu. Il a pas été choqué de ce que l'anglais devienne de fait la langue de l'Europe, alors que, en profitant du départ des Anglais, on aurait pu dire
Ce sera l'allemand. Ça sera l'allemand. Non, mais ça pourrait être au moins que le niveau et le français soit remis à niveau. Le letton, c'est une très jolie langue. Pas du tout. Dans les fêtes, chaque conseiller européen reçoit des liasses de papier en anglais. Évidemment, s'il veut les traduire, débrouillez-vous. En gros, c'est vous avez le droit, mais débrouillez-vous. Alors, dites-moi, cher langue officielle. monsieur le procureur, dites-nous, monsieur le procureur. Après, vous nous direz à quoi vous le peine condamnez, proposez, Macron? surtout. Parce que c'est bien de faire un réquisitoire. Ah ben voilà, vous avez la même question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le procès, c'est l'exécution. L'exécution, sera quoi? Ce n'est pas le procureur qui condamne, ce sont les juges de la magistrature assise. Voilà, et les seuls juges sont les Français qui vont se prononcer dans maintenant 3 mois. Ce d'autant plus qu'ils ont une excellente raison de se prononcer. Vous avez déjà une idée d'un bourreau non, parce que je sais que vous êtes favorable. Peut-être que la Chine, pour le coup, pourrait nous Je crois que le bourreau idéal, ce serait celui qui serait capable de rassembler... On va pas donner de nom, parce que si on donne un nom, ça veut dire qu'on s'engage à fond. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Mais le bourreau idéal, c'est celui qui sera capable de rassembler le plus de forces de droite et autres d'ailleurs. Il y a tout un chapitre que les abstentionnistes s'abstiennent de s'abstenir. Jupiter et Thanatos, où je parle. Jupiter, donc Macron, c'est un ami de la mort. Souvenez-vous de son comportement pendant l'affaire Lambert. Ponce Pilate. J'ai rien à dire. Autrement dit, laissons-le mourir discrètement. Moi, je m'en lave les mains. Bon, c'est quand même sous son règne qu'on a tenté de faire passer une loi pour permettre l'avortement à 9 mois pour raisons psychosociales. Donc, autrement dit, subjectives. Parce qu'autrefois, ça existait, l'avortement à 9 mois, mais c'était pour des raisons objectives de malformation du fœtus, de l'enfant. À 9 mois, j'appelle ça un enfant. Donc, c'était objectif. Alors là, c'est subjectif. C'est-à-dire, vous vous sentez mal. Ah, mon Dieu, je supporte plus ma vie. Etc. Ah, puis il y a les vacances dans 3 mois, dans 3 semaines. Et à ce moment-là, c'est une raison psychosociale. Allez hop, vous pouvez le faire passer à l'as. Cher Charles-Henri Leslois, le temps passe, l'émission doit se terminer. Donc, je rappelle votre livre, Le procès de Jupiter, qui est un livre de 150 pages, que l'on peut commander chez l'éditeur, donc directement, à www.synthèse-édition.com, chez le diffuseur, franceffi.com, et qu'on trouve aussi dans les bonnes librairies non conformistes, il y en a quelques-unes, heureusement. Résistant. On peut même le trouver d'ailleurs dans toutes les librairies, il suffit de le demander. Il suffit de le commander dans les librairies. Mais le mieux, c'est en fait de le commander directement au diffuseur ou à l'éditeur. Vous avez un autre projet littéraire, là, en quelques secondes? Ah, toujours. Oui, bien sûr. On en parle ou c'est trop tôt? Je suis un peu superstitieux. Ah bon, alors on en parle pas. La prochaine fois, il y aura ça sera l'occasion totalement différente. Ça sera l'occasion de faire une prochaine émission. Ce sera l'exécution de Jupiter. Jupiter sera peut-être, espérons-le, exécuté d'ici là. Je préfère plus en parler. Chers amis, l'émission s'arrête. Nous nous retrouvons dans 15 jours sur un tout autre sujet, pour une autre émission. À bientôt, au revoir.